Bonjour Gérard. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir pour l'émission de radio que nous allons enregistrer dans un moment, mais avant je voulais avoir pas un aparté puisqu'on est quand même devant la caméra, mais avoir un petit aparté avec toi. Donc, chers amis, bonjour. Je vous présente mon ami Gérard Dijkstra, prof d'histoire et ami de 50 ans, à peu près, depuis 50 ans. Avec lequel je partage beaucoup de souvenirs. Donc, il est prof d'histoire. Alors, avant de passer à notre émission de radio, dont le thème sera la sortie de mon nouveau bouquin, je voulais t'offrir ce livre. Tiens, c'est pour toi. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est pas un super cadeau, mais il se trouve que je l'ai acheté l'autre jour, croyant que je ne l'avais pas lu. Or, je l'ai déjà lu. Donc, c'était le deuxième exemplaire. Donc, je te l'offre. J'adore les romans historiques et de mon point de vue, je te le reprends, Jean Daillon est certainement le meilleur auteur de romans historiques français vivant. Oui. Voilà. Et tu ne semblais pas le connaître. C'est pour ça que je me suis dit je t'offre les exploits d'Edward Holmes. Les Armagnacs et les Bourguignons, c'est ça? Ça se passe dans Paris occupé par les Anglais sous le règne de Charles le Fol. Et c'est les deux héros, les deux protagonistes sont deux sympathiques anglais, oui. Holmes et Watson. oui, vraiment. Bien sûr, oui. Et c'est Holmes qui conduit les enquêtes. Mais c'est très intéressant. Et Jean Daillon est excellent pour l'exactitude historique de l'arrière-plan. De l'arrière-plan. Et on découvre Paris au Moyen-Âge. Enfin, moi, j'adore Jean Daillon. Hein. Bon, j'ai eu le plaisir de le connaître, d'ailleurs, à une époque où il était un peu moins connu qu'aujourd'hui. Et je me régale toujours, quand je commence un bouquin de Jean Daillon, je ne le lâche pas. Je te remercie beaucoup, j'aime bien les romans historiques. J'aime bien cette période aussi, où je trouve que le destin de la France, de l'Angleterre, c'était une période très... Et ça a failli basculer. Ça aurait pu basculer. Quel aurait été le destin de l'Europe avec une monarchie franco-anglaise. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, bah voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire avec toi avant de commencer l'émission. L'inverse aurait été plus logique de te faire un cadeau, puisque c'était ton... Bah oui, mais il n'y a pas que moi qui fête son anniversaire en ce moment. Bon, c'était ton anniversaire. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. Ouais. Mais bientôt, on va fêter un autre anniversaire. Et je pense que celle qui doit nous inviter pour son anniversaire va bientôt démarrer l'émission de radio. On peut y aller. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, j'ai à nouveau un invité. Ça arrive de temps en temps. Donc, c'est Gérard Dijkstra. Bonjour Gérard. Bonjour Hervé, bonjour à tous les auditeurs. Gérard est prof d'histoire dans un collège Bastier. C'est mon presque exact contemporain, puisque nous sommes nés à 1 an d'intervalle, et nous nous connaissons depuis une 50aine d'années. Oui. Et Gérard a eu l'amabilité de rédiger la préface de mon nouveau livre qui vient de sortir et qui va faire l'objet de cette émission. Donc d'abord, je voulais remercier Gérard pour sa préface. Non, c'est tout à fait naturel, je l'ai fait très très volontiers. Alors ce nouveau livre, c'est Calistée, notre terre promise, et j'ai utilisé le pronom possessif notre en pensant à toi et à moi, parce que nous avons eu un peu pas le même destin, mais enfin le même démarrage dans la vie, je dirais. C'est ça, pour un destin de jeunes de la diaspora dans ces années-là, oui, c'est ça. Tout à fait. Et nous idéalisions ça. C'est un peu, si tu me donnes l'occasion d'en parler, c'était un petit peu l'idée, quand tu m'as dit fais une préface, bon,
c'était des chroniques, bon, j'ai dit, je fais volontiers, mais j'ai dit, quel va être mon angle? Et je suis parti sur notre jeunesse à tous les deux, notre jeunesse de jeunes idéalistes, de jeunes métis aussi, par leur mère, j'avais plein de points communs. Fils d'institutrice. Dans cette Normandie qui nous est natale, mais qui nous était un peu étrangère, hein, puisqu'on n'y a pas fait souche. Et comment nous avons vécu notre amour pour la Corse par rapport aux idéaux intellectuels et aux idéaux de ces années-là, de la fin des années 70. Alors nous avons, dans le même temps, c'était en Corse l'essor du réacquisme culturel et du mouvement d'émancipation politique. C'était en plein dedans. Et en même temps, nous, on avait les idéaux et on a suivi un petit peu les suites de la décolonisation, l'anti-impérialisme, tout ce bain culturel qui ont fait un peu peut-être notre originalité. Nous étions tous les deux des tiers-mondistes. Voilà, c'est ça. Et après, lorsque j'ai fait ce parallèle, puisqu'on s'est retrouvés après tes années d'Asie et surtout d'Afrique, quand on a repris nos conversations, j'ai voulu un petit peu imaginer ce qui restait de ces années-là intellectuellement. Bon, bien sûr qu'on n'est plus des adeptes du petit livre vert de Kadhafi ou des idéologies. Ni au petit rouge, voilà. On a toutes ces idéologies communisantes, bon, elles ont failli. Mais qu'est-ce qui est resté de tout ça? Certains idéaux qui ne nous ont pas quittés pour l'émancipation sociale, pour l'écologie, pour l'éducation, le droit des peuples à disposer et le droit des peuples, ça nous a pas quittés. C'est dans ton livre, hein, tu as de belles chroniques. Je dirais que c'est un thème qui est presque transversal, hein, qui revient à plusieurs reprises, que ce soit pour la Corse ou pour les autres peuples dont je parle. Le thème du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes revient fréquemment, je pense. Voilà, donc tu as de belles... Et je t'ai lu volontiers, parce qu'après tu m'as fait lire le manuscrit, où justement, bien sûr que tu parles de la Corse, mais en même temps, il y a toujours un pont avec... je pense que lorsque tu parles du peuple arménien, lorsque tu parles de Chypre, lorsque tu parles de la Barbade, on a encore beaucoup voyagé malgré tout dans ce livre ailleurs, et beaucoup en Corse. Et là, j'ai retrouvé des choses que moi-même j'ignorais, ou sur le patrimoine, sur la culture, plein de choses inédites, originales. L'autre fil conducteur, je pense, c'est l'histoire, bien sûr. Et l'histoire de la culture, oui. Alors ça va du Comte de Vaux à Edmond Siméon, je peux résumer, non? Un peu comme ça, non? En chronologie. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non? Tout à fait, puisque j'ai eu l'outrecuidance... Dans les personnages historiques, si j'ose dire. J'ai eu l'outrecuidance de faire une petite biographie du Comte de Vaux, qui est considéré comme un héros dans sa région d'origine, où il est qualifié de conquérant de la Corse. Et ici, on a plutôt tendance à le considérer comme un criminel de guerre, passible de la Cour pénale internationale, si elle avait existé à l'époque. La dépopulation faisait tendre un peu les mœurs de cette époque. Brûler les villages, pendre, tout ça, c'était... Bon... Ça n'a pas disparu aujourd'hui. Je crois que dans l'histoire, quand même, je crois que dans d'autres conflits, bon, il y avait, tu as parlé tout à l'heure, on a parlé éventuellement de la guerre de 100 ans, on peut parler de tas de choses, mais cette forme de guerre, je pense, dans l'histoire où elle choque un peu, c'est le ravage par les troupes de Louis XIV du Palatinat. Je crois que ça a marqué notamment les générations d'Allemands. Cette nouvelle forme de faire la guerre. Et les dragonnades. Et les dragonnades. Et peut-être les dragonnades encore plus, parce que c'était interne à la France. C'est ça. Et ce qu'a fait le comte de Vaux en 1769 n'a été que une répétition de ce qui avait été fait dans les Cévennes ou dans le pays. Une nouvelle forme de guerre qui va frapper beaucoup les civils, comme cible prioritaire, pas comme cible, je dirais, secondaire. Alors qu'avant c'était le cas, bon, les civils morflaient, si j'ose dire, vulgairement, parce qu'il y avait une guerre, mais là ils sont la cible directe. Ils sont la cible, oui, puisque selon le principe que le peuple doit être de la religion du prince, il y a eu, tout à fait. Et que les peuples doivent obéissance ils doivent fidélité à leur souverain. Et dans le cas de la Corse, la souveraineté avait été transmise par les Génois au roi de France. Donc, dans l'esprit de l'époque, les habitants de la Corse devaient automatiquement faire allégeance au roi de France. Certains l'ont fait,
comme le père de Napoléon ou d'autres, on finit par le faire, même si mais il est vrai que le peuple corse était un peu à l'avant-garde à l'époque, puisque ce concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été un peu, je peux dire, inventé par Pascal Pau. Oui, un peu, oui. En tant que peuple, la souveraineté du peuple, ça c'est le concept qu'on trouve qu'on trouve aussi aux États-Unis un petit peu avant, ou un petit peu après, même, ça dépend comment on compte. Mais l'idée que le peuple est souverain, et que la légitimité lui est propre, c'est vrai que c'est une idée nouvelle qui est commune à l'époque. Ça a commencé avec les bons pères du couvent d'Oretz, qui ont rédigé un texte qui était révolutionnaire pour l'époque, en 1735, bien avant Pascal Paoli, dans lequel ils ont proclamé que la révolte des Corses était juste et sainte. Et là, en faisant cet acte très audacieux, en rédigeant ce texte très audacieux, eh bien, ils se sont opposés à la hiérarchie de l'Église, puisque les évêques de l'époque en Corse étaient génois. Et donc pro-génois. Et donc, ils ont pris le contre-pied de leur hiérarchie, en tout cas de leur hiérarchie épiscopale. Bon, ça, c'est un thème intéressant aussi. Comment l'Église fonctionne avec le pouvoir, ou ça c'est toujours... Le clergé a été divisé en deux. Il y avait le clergé plus proche du peuple et la haute... Comment les églises se sont fracturées dans les conflits. Et on retrouve ça ailleurs, c'est pas seulement en Corse. C'est un thème général. Donc franchement, je me suis régalé à lire tes chroniques. J'espère que les lecteurs aussi seront nombreux, parce qu'il y a tout un parcours comme ça. Lorsque tu parles du patrimoine aussi, que j'ai beaucoup aimé, lorsque tu évoques les lieux, pas comme, tu les vois pas comme des musées, toi, tu vois des lieux comme des choses vivantes, tu imagines comment, tu parles des couvents, tu parles des... Justement, Gérard, je parlais un instant du couvent d'Oretz. Moi, j'enrage chaque fois que je vais au couvent d'Oretz, quand je vois l'état d'abandon dans lequel il se trouve. Parce que là, on a d'abord un édifice qui a été magnifique. Ça fait partie du patrimoine architectural religieux de la Corse, il est magnifique. Mais en plus, il est chargé d'histoire, puisque c'est dans ce couvent qu'a été rédigé le texte dont je viens de parler, et qui a eu cette première consulte qui a pavé la suite des événements des révolutions corses du XVIIIe siècle. Donc, savoir que ce couvent était encore en relativement bon état avant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a explosé parce que les troupes d'occupation italiennes en avaient fait un dépôt de munitions qui a ensuite été bombardé par les Allemands. Donc là, bien sûr, on peut être en colère contre à la fois les Italiens et les Allemands, mais surtout, moi, je suis en colère contre toutes les autorités qui se sont succédées au niveau régional, départemental, régional et national, qui ont laissé à l'abandon. Il y a encore quelques années, je me rappelle avoir vu des panneaux danger mine dans ce ça n'a même pas été déminé. On n'a pas le droit d'y Maintenant, il faudrait trouver des destinations, parce que les gens te disent, oui, on va mettre beaucoup d'argent, il faut trouver quelque chose à y faire, si j'ose dire. D'abord, il faut trouver l'argent. Et moi, je crois beaucoup au mécénat. Oui. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Non. Bon, on a maintenant l'Europe, heureusement, au-dessus, qui permet qui ouvre certaines portes au point de vue financement. Et puis, il y a le mécénat, tant le mécénat local. Je pense on a vu la mobilisation qu'il y a eu encore ces derniers temps pour essayer de récupérer ce tableau, cette Vierge de Brande, qui doit être mise aux enchères chez Drouot, à Paris, dans quelques jours, quelques semaines. Ça a déclenché un élan incroyable en Corse. Les gens veulent que ce tableau rentre en Corse et sont prêts à contribuer, qui 10 euros, qui 100 ou 1000 euros, pour que la Corse participe à cette vente aux enchères et récupère ce tableau. Sur le patrimoine bâti, c'est vrai que l'idée,
quand c'est possible. Je pense au couvent de Pine, où bon, la mairie a réussi à imaginer une future destination, trouver que c'est... Parce que ces lieux avaient une fonction. On l'a encore vu tout dernièrement avec le couvent de Cisco. Oui. Donc, la bataille a été gagnée. Le maire a des projets. Bon, il imagine ce qu'il pourra en faire. C'est ça l'intérêt. Parce que ces couvents, comme tu dis, ils ont eu un rôle religieux, politique, social. Ils étaient dans des carrefours de régions, ils accueillaient du monde. Et ils ont une valeur architecturale. Bon, on n'a pas de Notre-Dame de Paris ou de grande cathédrale en Corse. Mais on a des petits bijoux, dont certains sont dans un triste état. Les églises pisanes, j'ai fait tout un chapitre sur les églises pisanes, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle des églises romanes sur le continent, mais qu'ici, à cause de la période, on les appelle les églises pisanes. On a de véritables merveilles en Corse. Et tu parles du pillage, hein, tu dis qu'il y a une église... Oui, qui est au-dessus de Pierre. Ces pierres noires attirent évidemment les pilleurs. C'est au milieu de la campagne, parce que le propre des églises pisanes, c'est qu'elles sont en pleine campagne, elles ne sont pas en ville. Donc, souvent, elles sont à l'abandon, à la merci des gens sans scrupules ou des imbéciles qui ramassent une pierre, une, deux, trois, et à la fin, il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe à Kiesener, au-dessus de Piève. C'est ce qui se passe, mais alors là, c'est encore plus grave avec le couvent d'Omès. Tu le dis aussi. Où là, ce couvent d'Omès a longtemps servi, et sert encore malheureusement, de carrière, où on voit des camions qui repartent au vu et au su de tous, chargés de pierres, volées, il n'y a pas d'autre mot. Peut-on utiliser un autre mot que ça? Volées au couvent. Donc, oui, c'est vrai que j'ai cherché à sensibiliser et à tirer la sonnette d'alarme, parce que il y a des choses qui font partie de notre environnement quotidien, on les imagine là pour toujours, mais en fait, il y a des monuments qui sont en train de disparaître en Corse. C'est vrai. Autre sonnette d'alarme, je voudrais que les futurs lecteurs s'y intéressent. Lorsque tu parles, tu évoques le fait qu'il faudrait que la Corse, l'entité politique corse, imagine une politique étrangère. Bien que n'étant pas un État, même pas qu'elle ne soit pas même autonome, mais rien ne l'empêche d'avoir, tu le dis souvent, d'avoir son action internationale. Et là-dessus, tu es ambitieux, tu as rappelé le travail d'Edmond Simeone, qui était convaincu de cette idée. Et puis tu dis, bon, il y a les solidarités traditionnelles, hein, les Catalans, les Basques, qui sont issus du nationalisme corse, bon, qui sont un petit peu rebattus maintenant, et toi tu imagines, ça j'ai apprécié, tu imagines d'autres pistes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? J'ai passé ma vie, moi, à essayer de faire connaître la Corse. Partout où j'étais, j'ai parlé de la Corse autour de moi, donc tant en Asie qu'en Afrique, que maintenant en Amazonie. J'ai contribué à faire connaître la Corse et à mon très modeste niveau à faire rayonner un tant soit peu la Corse. Bon, ça c'est une chose. Et c'est ça qui m'a amené, je dirais, à me rapprocher un petit peu d'Edmond Simeone, parce qu'il, lui, avait depuis longtemps cette vision de rayonnement de la Corse à l'international. D'abord, en solidarité avec les peuples sans État, les autres peuples sans État, qui ne sont pas que les Catalans ou que les Basques. Nous avons souvent discuté avec Edmond des îles Öland, que bien peu de nos auditeurs connaissent, qui se trouvent au milieu du golfe de Finlande, dans la mer Baltique, où il avait eu l'occasion de se rendre. Les îles Öland, c'est un archipel qui est peuplé de... Ethniquement, ce sont des gens qui parlent suédois, mais ils appartiennent à la Finlande. Mais depuis longtemps maintenant, ils bénéficient d'un statut d'autonomie avancé. Je pense que leur statut est dans les traités de... C'est possible, oui. La guerre mondiale. Et ils vivent très bien leur suédité, si je peux dire, ou ils continuent à enseigner et à apprendre leur langue suédoise dans les écoles, bien que faisant partie de la Finlande. Donc ça, c'est un exemple à suivre. Surtout que les îles Öland, c'est quoi? C'est 40 000 habitants, même pas, je crois. C'est vraiment une petite population par rapport à ce que nous avons ici en Corse. Et puis, il y a bien d'autres exemples. On pourrait citer les îles Féroé, les îles
beaucoup d'autres. Dans les pays nordiques, c'est ce concept comment dirais-je, de gestion locale des questions qui concernent les îles sont très communément acceptées. Le Groenland, voilà, une île immense, peut-être la plus grande du monde. Oui, c'est la plus grande du monde d'ailleurs, mais qui n'a que 50 000 habitants, mais qui fait partie du Danemark tout en étant complètement autonome. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça a permis la sauvegarde du patrimoine de ce peuple, des Inuits, du peuple autochtone. Donc pour moi, tout ça, ces modèles du Nord sont des exemples à suivre. C'est vrai. Et donc Edmond Siméon, il y avait cette idée aussi de développer des relations avec toutes ces îles, pas seulement les îles d'ailleurs, tous ces peuples. Et oui, effectivement, je trouve que depuis quelques années, on a tendance à un peu tourner en rond toujours. Bon, les Catalans, les Basques, oui, bien sûr, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai souvent parlé avec Edmond Siméon de Chypre. C'est moi qui l'ai sensibilisé, d'ailleurs, j'en suis fier, au problème de Chypre, qui est une île de la même taille que la Corse, et qui subit une occupation illégale, une occupation militaire illégale, doublée d'une colonisation de peuplement sur plus d'un tiers de son territoire de la part de la Turquie depuis 1974. Donc, oui, je pense que la Corse pourrait avoir un rôle à jouer, pourrait être une sorte de trait d'union, de carrefour, de lieu d'échange entre tous ces peuples sans État, tous ces peuples autochtones. Et c'est un peu le sens du combat que je mène. Maintenant, bon, après tant d'années, je réalise qu'il y a un fil conducteur, pas seulement dans mon livre, mais dans ta vie. C'est pour ça que j'ai pensé à tout ça. Et je voulais te poser une dernière ouverture. Est-ce que tu imagines d'autres chroniques corse dans les années à venir? Puisque là, tu balayes les années de la 2015-2023. Tu balayes, voilà, même une actualité parfois. Que des chroniques. Parfois, oui, je rebondis sur l'actualité. Je parle, par exemple, dans le premier chapitre, je parle de la création de Monseigneur Mamberti comme cardinal par le pape François. Et il se trouve que son éminence, le cardinal Mamberti, était en Corse pour la Saint-Joseph. Où tu l'as rencontré? Et je l'ai rencontré très brièvement. Je lui ai remis mon livre. J'espère qu'il va le lire. Mais c'était la coïncidence. Donc, le livre venait de sortir et j'ai eu le privilège de rencontrer le cardinal Mamberti. Est-ce que tu penses donc éventuellement renouveler ce type de... Ça dépendra du succès de ce livre. Est-ce que... Parce que jusqu'à présent, en dehors de Radio Salve Regina, je crois que l'écho médiatique est quasiment nul. Ça viendra peut-être, je l'espère. Mais j'aimerais que ce livre suscite un petit peu d'intérêt quand même ici en Corse. Parce que c'est sûr que ce livre... Je pense qu'il peut avoir deux types de lectorat. Je pense que les visiteurs ou les gens qui ne connaissent pas la Corse ou qui la connaissent mal, qui viennent de l'extérieur, trouveront un certain intérêt. Parfois tu as un style un peu guide, hein, un peu guide, et puis aussi je démystifie, je démolis certaines images d'Épinal que les continentaux ont à l'égard de la Corse. Donc ça peut intéresser. Donc je pense que ça peut intéresser les non-corses. Mais je pense que les Corses eux-mêmes, parce que souvent, beaucoup de Corses connaissent la ville où ils travaillent, que ce soit Bastia ou Ajaccio, et leur village. Et la fameuse expression franco-corse, là, je monte au village. Le week-end, on monte au village. Mais bien souvent, ils ne connaissent pas sur leur patrimoine, le propre patrimoine. Moi, surtout depuis que je suis devenu éditeur, j'ai fait des milliers de kilomètres en voiture à travers la Corse pour essayer de diffuser les livres que je publiais. Et je me suis rendu compte que quand on va à Evisa, les gens ne connaissent rien du Nebbio, et encore à Sartène ou à Figari, c'est encore autre chose. Donc il y a une méconnaissance, je dirais,
entre les différentes micro-régions de Corse. Et une méconnaissance de son histoire. Son histoire. Des personnages. Et moi, franchement, j'aime la Corse. Tu as parlé de Pozzo di Bo, Tout à fait, oui. personnage Oui, méconnu. Oui. Et pour finir, je voulais dire, Corse, j'aime la Corse dans son entièreté. Bon, c'est sûr que j'ai un attachement particulier pour Sceaux, pour le nez, logique. mais c'est toute la Corse qui m'intéresse. Je trouve une ville, un site comme Bonifacio, fascinant. L'autre jour, j'étais à Algaio, là, qui est un ancien président génois, qui a une particularité au sein de la Balagne, qui est différent du reste de la Balagne. J'adore déambuler dans les ruelles d'Algaio, là, qui a un passé particulier. Donc tout ça, ça m'intéresse. Cardiese, c'est passionnant. L'histoire de ces Grecs réinstallés en Corse, c'est tout à fait passionnant. Et qui ont... Bon, c'est une langue qui se perd malgré tout, mais il y a encore quelques dizaines, peut-être une centaine de personnes là-bas qui connaissent encore le dialecte grec, qui n'est pas du grec, hein, c'est un dialecte grec qui a dû se matiner de Corse maintenant, et qui essaye de survivre jusqu'à nos jours. Pareil pour le Bonifacien, je parlais de Bonifacio tout à l'heure. Bonifacio, ville de combien 2-3 000 habitants, a sa propre langue, c'est extraordinaire. Tout ça, ce sont des trésors à préserver. Je ne suis pas de Cardiese et je ne suis pas de Bonifacio, mais j'aimerais me battre pour sauver, pour perpétuer ce patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà. J'ai aimé aussi quelques portraits savoureux. On a parlé d'Edmond Siméon, bon, et j'ai aimé aussi tes portraits d'un modeste commerçant, bon, des choses où ta grande humanité, ton intérêt pour les lieux et les pierres, mais aussi beaucoup pour les gens. J'ai matiné mes récits de souvenirs personnels, de rencontres. On va loin avec toi, on va à la Barbade. On va à la Barbade, au travers d'une personne qui est enterrée dans le Cap Corse. C'est ça, c'est un très très beau parcours. Bien, on approche du terme de cette émission et j'aimerais informer quand même le public que le 1er avril, c'est donc samedi, le 1er avril, je vais présenter ce livre à Bastia, dans la principale librairie de la ville, et il y aura d'autres événements qui auront lieu ailleurs, et que je suis prêt à répondre à toutes les invitations, en Corse et ailleurs, pour présenter ce livre. Merci à tous. C'est moi qui te remercie, Gérard, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bien voulu à la fois faire la préface et aussi devenir une sorte de critique ou commentateur de ce modeste ouvrage. Ça a été avec plaisir. Très bien. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous souhaite une bonne lecture et à la semaine prochaine.